La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce qui m'a suivi depuis le complexe concentrationnaire de Kaufering. L'humidité en Géorgie sent habituellement la pêche et le pain, mais dans ma chambre, ça sent les cheveux brûlés et la cendre humide. J'ai 84 ans, mes jambes sont fines comme des branches de bouleau, et mes yeux sont voilés par la cataracte, mais je les vois plus clairement que ma propre fille. Ils ne crient pas, c'est ça le pire. Ils se tiennent simplement dans les coins de la pièce, leur uniforme rayé pendant sur des cages thoraciques qui ressemblent à des cages à oiseaux. J'ai vu le garçon pour la première fois en 1946, 1 an après mon retour au pays avec la 101e division aéroportée. Il était assis au pied de mon lit, ses 2 yeux comme 2 puits creux d'encre noire. J'ai pensé que c'était le choc des obus. Je me suis dit que si j'épousais Rose et que je travaillais 40 ans dans la quincaillerie, le garçon finirait par disparaître. Au lieu de ça, il a amené des amis. Aujourd'hui, ils sont des dizaines. Ils encombrent le couloir. Quand je vais à la cuisine, je dois les traverser. Leur peau est froide et humide, comme du parchemin mouillé contre mes bras. Ils me suivent parce que j'étais là quand les grilles de Landsberg ont été enfoncées. J'ai vu les piles de bois de chauffage qui étaient en réalité des êtres humains. J'ai senti le ciel devenir gris sous la suie des fours. J'ai essayé de vous sauver. Je murmure à la femme près de ma commode. Elle n'a plus de dents, plus d'ongles. On vous a donné nos rations, on a appelé les médecins. Elle me fixe seulement, la mâchoire décrochée dans un vide silencieux et éternel. Ces derniers temps, la hantise s'est intensifiée. La maison devient assez froide pour que je voie ma propre respiration, même sous la chaleur de juillet. Ma fille, Martha, pense que je perds la tête. « Papa, tu parles encore dans le vide !» dit-elle en posant un plateau avec du thé. Elle traverse l'homme aux lunettes brisées sans le voir. Il ne réagit même pas. « Ils ne partiront pas, Martha !» Je râle. Ils veulent quelque chose. Ils attendent depuis 60 ans que je leur donne. Je sens la culpabilité comme une pierre dans mon ventre. J'ai vécu. J'ai mangé des gros steaks. J'ai payé un crédit immobilier. J'ai eu des petits-enfants. Eux ont eu un fossé et un numéro. J'ai passé ma vie à croire qu'ils me hantaient parce que je n'avais pas fait assez. Parce que j'ai été témoin d'un monde sans Dieu et que j'y ai survécu. Mais ce soir, l'air est plus épais que d'habitude. L'odeur de cendre est suffocante. Le garçon, le premier, grimpe au bord de mon matelas. Sa main, rien que des os sous une peau grise, se tend vers moi. Je suis désolé. Je sanglote, les larmes brûlant mes joues ridées. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu vous sortir tous à temps. Mais les vrais ennemis, ce sont les nazis. Pour la première fois en 60 ans, le garçon parle. Sa voix n'est pas un murmure, c'est une vibration dans ma moelle. Ce n'est pas nous qui t'avons suivi chez toi, Arthur. Mon cœur s'arrête presque. Je regarde au-delà du garçon, vers la porte de la chambre. La foule de prisonniers, les affamés, les brisés, les fantômes que je croyais mes bourreaux, se déplacent soudain. Ils ne me regardent pas avec haine, ils regardent la porte avec terreur. Ils ne me hantent pas, ils me protègent.
Depuis l'ombre du couloir, une autre silhouette émerge. Plus grande. Manteau gris charbon, tête de mort argentée au revers. Son visage est un masque poli de cruauté. Et il tient un luger lourd d'où coule un sang éthéré. L'officier SS entre dans la lumière de ma lampe de chevet. Je me souviens de lui. Je me souviens du sous-sol de ce village. Je me souviens de la façon dont il a supplié pour sa putain de vie, avant que je perde mon sang-froid et presse le canon contre sa tempe, après qu'il s'était déjà rendu. Les fantômes des survivants du camp joignent leurs bras translucides, formant un mur entre mon lit et l'homme au manteau gris. « Tu nous as sauvés à la grille », murmure le garçon, ses yeux creux enfin adoucis. « Alors nous restons. Il attend que tu meures depuis le jour où tu as appuyé sur la détente. Nous nous assurons simplement que quand tu passeras de l'autre côté, il ne puisse pas t'attraper. » L'officier se jette en avant, mais la femme Sandan le repousse avec une fureur silencieuse et juste. Je ferme les yeux. L'odeur de cendre s'efface, remplacée par la douce odeur d'une pêche de Géorgie. Ce texte n'est pas simplement une histoire de fantômes, c'est une histoire sur la culpabilité, la mémoire et la justice. Au début, on pense assister à un récit classique de traumatisme de guerre. Arthur, ancien soldat ayant participé à la libération d'un camp de concentration en Allemagne, voit depuis 60 ans les prisonniers morts autour de lui. Ils envahissent sa maison, remplissent les couloirs et le fixent en silence. Tout semble indiquer qu'il est hanté par ce qu'il a vu et surtout par ce qu'il n'a pas pu empêcher. Il porte en lui ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Il a vécu, il a eu une famille, un travail, des repas chauds, une vie longue. Eux ont eu un numéro, une fosse, la cendre. Ils pensent qu'ils sont là pour lui rappeler qu'il n'a pas fait assez, qu'il aurait dû sauver plus de monde, que survivre alors que tant d'autres sont morts est presque une faute. Mais le récit bascule dans les dernières lignes. Les fantômes ne le regardent pas avec haine, ils regardent derrière lui avec peur. Ce ne sont pas eux qui le hantent, ils le protègent. Le véritable spectre est l'officier SS qu'Arthur a exécuté après sa reddition. C'est là que se trouve la fracture morale du texte. Arthur n'est pas seulement un libérateur, il est aussi un homme qui, dans un moment de rage ou de justice brutale, a franchi une ligne. Il dit lui-même qu'il a perdu son âme en appuyant sur la détente, ou plutôt son sang-froid comme il dit. L'histoire suggère alors quelque chose de profond. Les victimes qu'il croyait être des juges sont en réalité ses gardiens. Parce qu'il a ouvert les grilles, parce qu'il a essayé, parce qu'il leur a donné des rations, parce qu'il a été du côté de l'humanité quand le monde ne l'était plus. Le mal, lui, attend dans l'ombre. Pas pour le punir d'avoir survécu, mais pour réclamer la part de violence qu'il a portée en lui ce jour-là. Ainsi, ce n'est pas une histoire de maison hantée, c'est une creepypasta de conscience hantée. Et au moment de la mort, la question n'est plus « les morts vont-ils me juger ?» mais plutôt « qui viendra me chercher ?» La dernière odeur, la pêche de Géorgie, suggère une paix possible. Comme si, malgré tout, les actes de compassion avaient plus de poids que le moment où il a sombré. Ce texte parle de guerre, oui, mais surtout, il parle de la possibilité d'être protégé par ceux qu'on a essayé de sauver, même si on n'a pas pu tous les sauver.